Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour l'analyse de la société Air Liquide suite à la publication de ses résultats annuels. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action Air Liquide. Donc, on voit que la publication a été très bien reçue par le marché, donc elle a eu lieu soit jeudi, soit vendredi. En tout cas, on a ouvert en gap et on a bien réussi à se maintenir au perché. Pour ce qui est du cours de l'action, on est au plus haut absolu. Est-ce que c'est encore le moment de s'intéresser à Air Liquide? On va regarder ça. On est sur une croissance en médiane qui est assez faible finalement. On est à 3,8% de croissance médiane. En 2023, on était à moins 7,8% de croissance et en 2024, on est à moins 2% de croissance. Donc, est-ce que ce sont des changements de périmètre, c'est-à-dire qu'on a cédé des activités, ou est-ce que c'est la décroissance organique? À vous de faire le taf dans les publications de l'époque. Mais ce qu'on voit, c'est que sur ces 2 dernières années, la taille du chiffre d'affaires de Air Liquide est plutôt en diminution. Dans ces conditions, c'est difficile de maintenir les marges. Alors, on va aller regarder ça. On n'a pas les infos sur les acquisitions, mais il n'y en a pas eu cette année, je crois, à confirmer. En tout cas, si on regarde les taux de marge, là, il y a un bug de Coifin, donc j'ai ouvert les comptes de résultats pour voir à combien de marge brute on se trouvait. Et en fait, on se trouve à 60% pour 2024, donc on reste près de la médiane, c'est très bon. On a du pouvoir de fixation des prix chez Air Liquide. Ça, c'est grâce à sa bonne position concurrentielle. Donc, excellent. Le taux de marge d'EBITDA est en hausse à 29,10%, ce qui est relativement élevé. Et voilà, on a une meilleure efficience opérationnelle, donc super gestion des opérations. Taux de marge net, lui, ne bénéficie pas de cette augmentation, c'est-à-dire qu'on a quand même une déperdition en termes d'efficience financière au niveau de la marge nette. Donc bon, on reste quand même sur un groupe qui est qualitatif. La marge nette pourrait être un peu plus élevée, mais ça reste quand même assez convenable. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On est sur 8 milliards de différence entre les bénéfices nets et les free cash flow, en défaveur des free cash flow. Si on regarde d'où est-ce que ça peut provenir, on a pourtant une variation du BFR qui est favorable de 4 milliards 3 sur la période. Si on regarde les dépenses en capital, elles sont quand même en train d'accélérer, et donc il y a quand même une bonne différence en termes de dépenses en capital par rapport aux dépréciations amortissements. Donc d'un autre côté, c'est positif, ça veut dire qu'on continue à améliorer l'appareil productif. Donc on vise le management est confiant sur la croissance à venir de la boîte, et donc fait des dépenses en capital en ce sens. Si c'est à contre-temps et qu'en fait on se trouve en surcapacité, en fait ça aurait été des dépenses en capital inutiles, mais on peut faire confiance au management qui m'a l'air quand même assez compétent pour savoir comment allouer le capital. Enfin, est-ce qu'on a des other non-cash items? On en a pour 22,3 milliards, donc là pareil, il faut aller regarder de quoi il s'agit dans les tableaux de flux de trésorerie. Pour valoriser l'entreprise, pour être conservateur, on utilisera plutôt les free cash flow s'il n'y a pas de dette. Allez, on continue avec la rentabilité opérationnelle du groupe. On est sur un point haut de la rentabilité opérationnelle mesurée en termes de rendement des capitaux investis. On est à 10,8%, ce qui est élevé. Alors on a une médiane de 8,6%, qui est quand même convenable, mais là on est quand même sur un niveau record de rentabilité. On est plus élevé, cette rentabilité est plus élevée que la croissance médiane, en tout cas sur la période. Donc normalement on doit avoir une bonne capacité à générer du cash pour soit se désendetter, soit racheter des actions, soit acheter d'autres entreprises. Maintenant, si on fait des fusions-acquisitions, on aura un peu de dette, et c'est ce qu'on va regarder maintenant, l'endettement de l'entreprise ici. Alors la dette nette, voilà, on a une bonne rentabilité, donc on peut se désendetter tranquillement. La dette nette est légèrement plus élevée qu'une fois l'EBITDA, mais rien de significatif. Donc ça c'est plutôt bon en termes de bilan. On a un bilan qui est solide. Maintenant on est quand même endetté à entre 3 et 4 fois les free cash flow. Donc là pareil, il faudra attendre un petit peu pour se désendetter. Voilà, mais il faudra attendre une meilleure conversion des free cash flow, de l'EBITDA en free cash flow pour accélérer le désendettement. Mais je pense pas que le management soit préoccupé par ce niveau de dette. Donc ce que je vois ici, c'est que c'est un bilan qui est raisonnablement solide. Ensuite, le rendement de l'actionnaire chez Air Liquide, qui est connu pour bien choyer ses investisseurs particuliers surtout. On regarde l'évolution du dividende, donc on est sur un dividende en croissance continue, donc un dividende croissant depuis 10 ans. On est sur un rendement qui est à 1,8% du dividende, donc ça c'est pas mal, mais c'est rien de mirobolant. Et en plus on est quand même à plus de 50% des free cash flow, des free cash flow, donc le payout ratio est un peu élevé. Maintenant, est-ce que les free cash flow à mon avis sont un peu cycliquement bas, puisqu'il y a des dépenses en capital un peu élevées, donc moi je me dis que ce niveau de dividende est quand même soutenable, même si on est au-delà des 50%. Et chose qui est un peu dommage,
et ça, les actionnaires individuels le savent, il y a toujours un peu de dilution sur Air Liquide parce que on a des plans d'actions gratuites. On a des actions gratuites offertes quand on est actionnaire de Air Liquide au bout d'un certain nombre d'années, mais malheureusement c'est pas neutralisé par des rachats d'actions. Donc on dilue régulièrement. Donc ça diminue un peu le rendement de l'actionnaire, et c'est ce qu'on voit ici. Le rendement de l'actionnaire, en final, il est pas très élevé, il est à moins de 2%. Alors que le payout ratio est non plus pas si bas, hein. Donc à surveiller. Pour l'instant, on est sur un rendement de l'actionnaire même qui est soutenable à ce niveau-là, mais il va pas pouvoir augmenter très vite si les free cash flow ne reprennent pas leur croissance. On continue avec la valorisation de l'entreprise en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA. On est surcoté de à peu près 10-15% sur Air Liquide. Donc il n'y a pas de marge de sécurité à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des prévisions d'EBITDA par les analystes? Oui. Comme c'est une valeur de croissance, peut-être qu'on peut se baser sur l'EBITDA futur. Mais là non plus, on n'a pas de marge de sécurité. On est aussi surcoté. Donc, conclusion du dossier Air Liquide, c'est toujours la même chose. Donc moi, c'est pas du tout le genre de dossier qui m'intéresse puisque je suis pas un investisseur dans la croissance en stock picking. Si vous êtes un investisseur dans la croissance, je pense que c'est toujours bon Air Liquide. Maintenant, vous luttez un peu contre la dilution et vous avez la croissance qui quand même parfois est un peu cyclique. Il n'y a pas de marge de sécurité. Maintenant, si vous restez à très long terme sur Air Liquide, qui est quand même un leader du marché, à mon avis, vous n'êtes pas trop en danger. Maintenant, si le timing est mauvais, il va falloir être patient pour en conserver l'action pour encaisser une éventuelle moins-value si la valorisation baisse un petit peu. J'espère que cette mise à jour de l'analyse vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.